Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. On va parler de l'usine Audi à Forêt. On va parler d'électromobilité avec deux approches bien différentes. Tout d'abord, il y a André Langendries de la FGTB à Forêt qui va nous raconter comment ça se passe actuellement à Forêt, parce que vous venez de lancer, enfin, c'est-à-dire l'entreprise vient de lancer un nouveau modèle électrique, primeur pour la Belgique, l'e-tron. On va tout en découvrir, même les secrets. Enfin, toute façon, ça c'est mon espoir. Et puis, je pense qu'en tout, on va parler de la filière, comme on l'appelle, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Moi, de mon côté, je serai vraiment en amont de la filière, parce que ce qui m'intéresse depuis pas mal d'années, ça c'est les matières premières, et donc, dans ce cas, essentiellement le cobalt pour les batteries rechargeables, tandis que M. Langendries, il est en aval. Vous produisez un produit de consommation. De consommation, effectivement. Oui. Et donc ça, c'est les deux éléments qu'il y aura ce soir. Mais je propose que vous vous présentez vous-même, et puis on démarre. Hein, voilà. Il faut savoir qu'à Volkswagen, enfin à Audi, excusez, à Audi, les délégués effectifs, tous les délégués effectifs, qu'ils soient du CPPT, du CIE ou de la délégation syndicale, depuis fin des années 90, n'ont plus de poste de travail. Ça veut dire qu'ils sont délégués effectifs à temps plein, 5 jours sur 5, 22, 23 jours par mois. Donc ça, c'est une des conquêtes sociales qu'on a pu obtenir à Volkswagen, notamment aussi par rapport à l'élargissement de la production vers 4 équipes. Donc une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit et une équipe de week-end. On a travaillé en non-stop. Voilà. Alors bon, la venue de la voiture électrique en 2018 n'a pas véritablement révolutionné les méthodes et la robotisation qui s'est déjà implantée chez Volkswagen dans le milieu des années 95. C'est plutôt le produit en lui-même qui est évidemment tout nouveau. C'est une première, non pas en Belgique, mais c'est une première mondiale pour le groupe Audi d'assembler une voiture et un SUV 100% électrique. Et que donc, c'est Bruxelles qui a été choisi par le groupe Audi pour assembler ce tout nouveau produit. Faut aussi savoir que cette voiture électrique introduit dans l'entreprise ce qu'on appelle, nous on appelle ça de la robotisation de 3e génération, où de plus en plus ces installations robotisées sont dites intelligentes. Elles ont donc des logiciels à reconnaissance vocale, des logiciels à reconnaissance gestuelle. Et donc, certains de ces robots seront dans les années à venir appelés à travailler côte à côte avec les travailleurs, enfin du moins ceux qui restent, et même ils seront en connexion directe avec les services d'entretien qui sont chargés de leur maintenance. Donc, à l'usine de Forêt chez Audi, on assemble des voitures depuis 1949. C'était l'usine d'Iteren. Et de 1949 à aujourd'hui, c'est pratiquement 7 millions de voitures qui ont été assemblées sur le site de Forêt, dont déjà pratiquement 1 million de voitures rien que pour Audi. Il faut savoir que des Audi, on en a déjà assemblé en 2003, alors qu'on était encore Volkswagen. Et alors, on a assemblé aussi des Audi A3 en 2007 pour pallier le départ de Volkswagen, puisqu'on n'avait plus suffisamment de volume pour pouvoir travailler. Et donc, Audi nous a, entre guillemets, prêté gentiment un volume d'Audi A3 assemblé en 2007, en attendant la venue de l'Audi A1 en 2010. Alors, sa superficie est effectivement environ de 540 000 mètres carrés.
Mais il faut savoir qu'elle est en constante expansion. D'ailleurs, de tout nouveaux bâtiments ont vu le jour, notamment pour les batteries. Et maintenant, il y a un tout nouveau bâtiment qui est en train de se construire sur l'ancien site du karting à Forêt, notamment pour accueillir tout ce qui va être les besoins concernant le deuxième modèle électrique, qui sera le modèle qu'on appelle Sportback. Alors, le personnel actuel, ce sont les derniers chiffres du conseil d'entreprise du mois de mars, de 3673 personnes, dont 626 employés, 2171 ouvriers ayant un contrat Audi, et à cela, il faut rajouter 876 intérimaires, auxquels viennent encore se rajouter, pour le moment du moins, 150 spécialistes du groupe Audi venant du monde entier, donc d'Ingolstadt, de Chine, de Neckarsulm, pour le lancement du SUV 100% électrique. Je rappelle que le SUV 100% électrique sera aussi assemblé d'ici, je pense, 2020, en Chine. C'est pour ça que nous allons accueillir sur le site de Forêt, à partir, je pense, du mois prochain, des Chinois. Nous sommes effectivement 3673 personnes, intérimaires compris. Il faut quand même savoir que du temps de Volkswagen, les chiffres maximum étaient quand même, le plus haut chiffre était de grosso modo 7800 travailleurs. Dans les années, fin des années 80, début des années 90, nous étions 7800 travailleurs et nous avons monté à une capacité de production jusqu'à 285 000 véhicules en 4 équipes. Donc évidemment, quand la catastrophe de 2006 est arrivée, nous sommes retombés à la reprise avec Audi aux environs de 1900-2000 travailleurs tout compris. Donc quand on voit aujourd'hui avec Audi l'évolution, donc il y a quand même une évolution assez positive pour le moment par rapport à la situation de 2007, puisqu'on est passé de plus ou moins 2000 à 3673. Alors, voici les troncs, hein, donc c'est le modèle actuel. Ah oui, la production, j'avais oublié ça. Donc la production, petite information concernant la production. La production en 2017 était de 95 320 A1. Donc c'était une petite baisse par rapport à 2016, où on avait dépassé plus de 100 000 A1. La production, évidemment, en 2018 a baissé, puisque forcément, à partir du mois d'août 2018, on a lancé la SUV, l'Audi A1, le nouveau modèle Audi A1 partant en Espagne. Alors, ce modèle-ci sera suivi en 2020 d'un deuxième modèle qu'on appelle la version Sportback. Donc, ceci, c'est l'Audi e-tron. Et en 2020, un deuxième modèle est prévu à Audi Forêt, tout électrique également, puisque l'usine de Forêt s'est convertie à 100% électricité. Ce qui veut dire qu'il ne sera plus possible pour Audi Forêt d'assembler des voitures à moteur thermique. Donc, ce sera essentiellement des voitures électriques. Et en 2020, ce sera ce modèle qui sera assemblé à Forêt, qu'on appelle l'Audi Sportback, qui sera basé sur la même version que les Tron, mais bon, c'est un modèle coupé. Alors, il faut savoir que depuis 2007, la production n'est plus organisée qu'en 2 équipes, le matin et l'après-midi, 6-14, 14-22. Et pour le moment, les chiffres de production annuels sont pour le moment assez aléatoires, puisque forcément, on est toujours dans le lancement. Donc, les chiffres restent plus ou moins, je vais dire, confidentiels, mais aussi sur le fait que toute une série de nouveaux sous-traitants doivent aussi se préparer à pouvoir suivre les cadencements qui seront prévus dans les mois à venir. Et donc, pour le moment, on est toujours dans une phase, on va dire, où on ne sait pas très bien déterminer, même si on l'a en théorie, les productions journalières pour le moment.
Voilà. Alors, mais Audi Bruxelles, c'est aussi l'assemblage des batteries. L'assemblage des batteries, des modules de batterie, effectivement. Et donc, ça a nécessité la construction d'un nouveau bâtiment, essentiellement pour pouvoir assembler ces modules de batterie. Batterie qui, soit dit en passant, quand même une batterie qui pèse plus ou moins 700 kg. Donc, c'est pas rien. Et que donc, il faut de la place pour pouvoir assembler. Évidemment, c'est aussi forcément des nouvelles compétences pour les travailleurs d'Audi Bruxelles, aussi bien au niveau des batteries, forcément, mais aussi bien au niveau de l'assemblage en tôlerie, puisque pratiquement 80% de la voiture, c'est de l'aluminium, et donc il n'y a plus beaucoup d'acier, et donc toutes les structures de soudure changent radicalement, donc ce sont des nouvelles méthodes de soudure. Et aussi, notamment au niveau du secteur batterie, c'est aussi évidemment toutes des situations de sécurité hors normes, puisque vous vous rendez bien compte qu'une batterie qui fait 400 volts, 1000 ampères-heure et entre 95 et 150 kW, des précautions doivent être prises pour la sécurité des gens qui y travaillent. Ici, un petit exemple de l'atelier qui assemble le caisson de la batterie en aluminium. Et vous voyez ici un des travailleurs qui assemble et qui place l'ensemble des modules dans ce caisson de batterie. Une telle batterie fonctionne comment avec les modules? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des modules qui sont reliés entre eux en série. Hein. C'est ça. Donc, c'est pour arriver à un voltage de 400 volts et avoir un ampérage suffisant et une réserve en kilowatts suffisante pour assurer une autonomie de plus ou moins 4 à 500 km en conduite normale. On peut dire que chaque module est une batterie en soi. Chaque module est une batterie en soi, effectivement, qu'elles sont reliées entre elles en série. Si vous additionnez deux batteries de 12 volts, vous obtenez 24 volts. Et là, pour obtenir 400 volts, ce sont différentes batteries qui sont mises en parallèle les unes avec les autres, en série, pardon, les unes avec les autres pour arriver au courant nécessaire pour propulser la voiture. Voyons un petit peu, maintenant on a vu un petit peu la situation d'aujourd'hui, mais voyons un petit peu quelles ont été les évolutions dans le processus de production et surtout des conditions de travail et d'emploi depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Donc l'usine avait effectivement 3 départements. Il avait le département tôlerie, donc c'est le département en somme qui assemble les petites pièces entre elles pour former la carrosserie en acier. Vous aviez le département peinture, c'est la préparation évidemment de la carrosserie pour le massicage, le ponçage, le pistolage en vue de l'envoyer au niveau du montage. Et puis vous aviez le montage, donc c'est la partie de l'entreprise où l'on monte toutes les parties mécaniques, tous les accessoires de la voiture pour pouvoir arriver à une voiture finalement assemblée complète en fin de cycle. Alors évidemment, quand on fait les comparaisons, il faut savoir qu'en tôlerie, dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90, la tôlerie, c'était essentiellement des travaux de soudage, notamment de soudage par point. Donc ce sont des fameuses pointeuses manuelles, très lourdes, difficilement maniables, avec une main-d'œuvre abondante. Et cette main-d'œuvre, on ne leur demandait pas beaucoup de qualifications. Du moment qu'ils savaient soulever les pointeuses et les manipuler et suivre la cadence, c'était largement suffisant. C'était aussi un département à l'époque très, très bruyant, sombre, très mal éclairé. C'est un travail salissant, dangereux, du fait de la lourdeur des pièces, de la lourdeur des pointeuses et évidemment de la manipulation des tôles, des tôles extrêmement coupantes. Et l'ergonomie était pratiquement, on va dire, inexistante. Et ils avaient des positions de travail extrêmement inconfortables. Les carrosseries n'étaient pas comme aujourd'hui standardisées. Différentes pièces étaient assemblées en fonction des codes
à retenir en fonction, évidemment, du choix du client. Ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Les seules compétences qui étaient vraiment exigées en tôlerie, c'était les tôliers finisseurs, donc qui finissaient éventuellement les bosses, les coups dans la tôle. Donc là, c'était quand même une formation qu'on faisait à l'intérieur de l'entreprise. Il y avait encore des formations pour les soudures à l'argon, et il y avait des soudures à l'étain, il y avait encore des soudures au chalumeau. Tout ce type de soudure aujourd'hui a complètement disparu. Et donc, des formations internes étaient organisées pour toutes ces compétences. Les carrosseries, elles étaient déplacées d'un endroit de travail à un autre par d'autres travailleurs qui les tiraient sur des palans. Bon, quand on voit un petit peu aujourd'hui ce qui se passe par rapport aux années 80, on se croirait à l'âge de pierre, mais c'était bien comme ça qu'on travaillait. L'approvisionnement de pièces se faisait essentiellement par caristes. Donc, ce sont des caristes qui venaient apporter les conteneurs près des postes de travail. Les postes de travail étaient entourés de conteneurs de tous les côtés, ou parfois par chaîne aérienne, notamment pour les portes et les capots. Il y avait aussi un service de qualité. Donc, ce sont des gens dans lesquels je faisais partie à l'époque, donc qui avaient comme mission de voir si toutes les gammes techniques étaient respectées, si tous les soudures étaient correctes, s'il ne manquait pas de points, puisque comme c'était des hommes, les hommes peuvent se tromper, les robots pas, et que donc il y avait tout un service d'inspection qui contrôlait en tôlerie la qualité et le respect des normes techniques. Et il y avait aussi un service entretien qui il était divisé en 3 parties bien distinctes. Vous aviez la partie pneumatique, vous aviez la partie électricité et vous aviez la partie mécanique. Ces 3 départements, dans le département entretien, avaient ses propres spécialistes et on ne se mélangeait pas. Aujourd'hui, on mélange tout. À cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Alors, quand on regarde au niveau de l'effectif par rapport à ces années-là et aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile de faire une comparaison et de dire automatiquement que la robotisation, la digitalisation a eu un impact extrêmement négatif sur l'emploi, parce qu'évidemment, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est forcément le taux de robotisation, mais c'était aussi le volume de production qui est demandé. Il faut savoir que chaque fois qu'on a robotisé par à-coup dans les années 90 au niveau de Volkswagen, chaque fois l'effectif était repris et était compensé par des augmentations de volume de production. C'est ainsi qu'on a créé d'abord une demi-équipe de nuit, puis une équipe de nuit entière, et puis par après, fin des années 90, une équipe de week-end. Donc chaque fois, la modernisation qui écartait des travailleurs du processus de production était compensée par l'augmentation du volume de production. Et donc c'est parfois difficile de faire des comparaisons. Et ici, voilà une petite image de ce que représentait la tôlerie dans les années 80, donc endroit sale, mal éclairé, lourd, ergonomiquement fatigant. Et donc les voitures étaient déposées manuellement sur des supports, et là on assemblait. Et vous voyez beaucoup d'humains quand même. Comparativement à aujourd'hui, voici la différence. Donc, cherchez l'humain, vous n'en voyez plus. Et donc, ceci est la base essentielle de la tôlerie aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 1995, la tôlerie comptait 753 travailleurs pour un volume de, grosso modo, 203 000 voitures à assembler en 1995. En 2000, on était 993 travailleurs. Pratiquement 250 travailleurs de plus, mais pour un volume de 284 000 répartis sur 4 équipes. Et en 2005, on est retombé à 60 travailleurs, donc c'était un an avant la catastrophe de 2006, nous sommes retombés à 600 travailleurs pour 204 000
véhicules. Donc, quand on voit quand même la comparaison entre 95 et 2005, eh bien, pour pratiquement le même nombre de voitures, il y a quand même, rien que pour la tôlerie, 150 travailleurs en moins, de toute façon. Alors, en peinture, dans les années 90, il n'y avait non plus pas d'automatisation, si ce n'est que les quelques bains d'immersion qui étaient plus ou moins contrôlés de façon informatisée, mais il n'y avait pas d'automatisation, il n'y avait aucune automatisation. Et donc les opérations de ponçage, d'égrainage entre les différentes couches de protection de la carrosserie se faisaient manuellement par des opérateurs. C'était un travail pénible, évidemment, puisque vous imaginez, frotter sur les carrosseries à longueur de journée, c'était pas très agréable. Qui plus est, ça se faisait évidemment dans des tunnels de lumière au néon assez intenses, donc au niveau des yeux, c'était pas terrible non plus. Mais il faut savoir aussi qu'ils travaillaient la plupart sur des carrosseries qui sortaient des fours. Donc, je ne vous dis pas qu'en plein été, la chaleur ambiante plus la chaleur des carrosseries, en termes de pénibilité, n'était pas agréable non plus. Et le masticage du soubassement se faisait également par des pistoleurs manuellement, donc de façon ergonomiquement très mauvaise, mais c'était la situation de la peinture. Au niveau du pistolage de la peinture, ça se faisait évidemment également de façon manuelle, par des pistoleurs. Donc vous aviez des pistoleurs qui étaient spécialisés dans les lacs, des pistoleurs spécialisés dans la peinture métallisée et des pistoleurs spécialisés au niveau du vernis. Et ça se faisait évidemment dans des cabines de peinture. Alors l'équipement forcément de ces pistoleurs était extrêmement contraignant puisqu'il fallait évidemment se protéger des vapeurs, des solvants et des résidus de peinture. Et donc ça mettait ces travailleurs dans des difficultés parfois impressionnante. Donc, c'est un département, évidemment, comparativement à la tôlerie, qui était nettement moins bruyant, forcément, mais qui utilisait évidemment des produits extrêmement nocifs et en quantité importante. Et donc, les accidents là-bas étaient plutôt du type écrasement des doigts ou écrasement des mains par des portes et des capots. Alors, évidemment, comme c'était assez nocif au niveau de la dispersion des solvants, eh bien, les pistoleurs, en somme, ne travaillaient jamais 1 heure d'affilée, ils travaillaient 33 minutes, et puis ils sortaient des cabines et disposaient à cette époque de 27 minutes par heure de repos. La plupart, parfois pour aller fumer, sans crasser encore un peu plus les poumons, mais bon, voilà. Ils disposaient de 27 minutes de pause par heure. Petit oubli pour la tôlerie, il faut savoir que les travailleurs de tôlerie obtenaient le salaire le plus élevé des 3 départements, pour la bonne et simple raison, du moins à l'époque, que c'était évidemment un département bruyant, salissant, dangereux. Les travailleurs de peinture avaient une catégorie moindre que celle des tôliers, mis à part les pistoleurs, qui, eux, en plus de 27 minutes, avaient la catégorie salariale la plus élevée de l'entreprise. La nocivité, même si l'argent n'arrange pas tout, mais voilà, ça se paye. Évidemment, la robotisation a fait en sorte qu'au niveau de la peinture, non seulement il y a eu un impact très direct sur l'effectif à devoir utiliser, mais a eu aussi un impact direct sur la qualité de la peinture. Avec évidemment une robotisation qui fait identiquement le même geste et qui emploie identiquement la même quantité de peinture pour chaque voiture, ben forcément, en termes de qualité, il y a une nette amélioration. D'ailleurs, la peinture, encore aujourd'hui, la peinture aujourd'hui est calculée par des logiciels qui distillent la quantité exacte de peinture, donc plus de coulées, plus de ce qu'on appelle des peaux d'orange, plus de parties non couvertes, il n'y a plus de tout ça. Et que donc, il y a évidemment une nette diminution des défauts de peinture, donc une nette diminution en aval,
des retoucheurs, des contrôleurs. Donc il y a toute une série de personnes qui ont disparu de peinture également. Le masticage qui se faisait manuellement se fait aussi de façon robotisée. Et donc, quand on voit évidemment l'impact de la peinture, l'impact sur l'effectif, on voit qu'en 95, toujours pour 203 000 voitures, la peinture utilisait 750 travailleurs. En 2000, pour 284 000 voitures, on en utilisait 878 travailleurs. À l'époque, il n'y avait pas d'intérimaire. Et en 2005, si on refait la comparaison par rapport à la tôlerie aussi, là, on est retombé à 551 travailleurs pour 204 000 voitures. Et donc, on s'aperçoit qu'entre 95 et 2005, pour le même nombre de voitures, là, la peinture a perdu plus de 200 travailleurs. Inévitablement. Et alors ici, petite image de la peinture à l'époque, je ne vais pas dire du silex, mais presque. Et donc on voit très bien la façon dont les pistoleurs étaient protégés, la façon dont ils travaillaient, avec des masques, des cagoules, et forcément, on s'aperçoit évidemment, même s'ils avaient des masques, d'ailleurs c'est bien simple, quand ils retiraient leur masque, quand on voyait un pistoleur, on savait quelle couleur ils avaient pistolé, parce que tout le reste était rouge, ou bleu, ou vert, ou jaune, ou blanc, ou... tellement ils aspiraient des quantités phénoménales de peinture en suspension. Aujourd'hui, évidemment, la peinture, c'est plus du tout ça, mais c'est ceci, des fours ultramodernes. Ce sont les tout nouveaux fours qui ont été installés dans la toute nouvelle peinture qui a été inaugurée en 2017, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est les fours, donc où la peinture est cuite. Et donc, ici, l'image d'après, c'est tout est automatisé, bien entendu. Vous ne voyez plus un être humain. Et donc, là, ce sont les cabines de séchage et de refroidissement de la carrosserie. Parce que, bon, quand ça sort du four, c'est quand même 180, 190 degrés. Il faut quand même un peu refroidir les carrosseries pour pouvoir y travailler un peu dessus par après. Pour le montage, c'était le département qui employait le plus grand nombre de travailleurs. On peut dire que rien que le montage employait à lui seul plus ou moins 45% de l'ensemble de l'effectif. Ce qui est encore à peu près le cas aujourd'hui. Alors le montage comprenait évidemment plusieurs sous-ateliers comme la mécanique, le prémontage moteur, boîte, transmission, mais aussi la sellerie, la coupe-couture, le montage des roues. Il faut savoir que là aussi, la sellerie, la coupe-couture et le montage des roues ont été sous-traités dans le milieu des années 90. Ils ne sont jamais plus revenus. Donc la coupe-couture, c'était un atelier essentiellement de femmes, non, à 100% de femmes, donc qui cousaient les tissus. Et la sellerie, c'était l'atelier où on habillait les sièges avec évidemment le produit de la coupe-couture. Et l'atelier roue, là, on recevait les jantes séparées et on montait les pneus en fonction des choix des clients. Donc, ces trois ateliers ont été sous-traités. Alors, au montage, la qualification non plus n'était pas la qualification des opérateurs n'était pas très importante. C'était évidemment la chaîne dans toute sa splendeur. Il y avait 6 lignes où la voiture passait sur des chaînes, aux cadences qui étaient imposées. Il n'y avait pas de robotisation non plus dans les années 90. Et les opérateurs disposaient évidemment pour chaque voiture d'une grande fiche avec tous les codes qu'ils devaient retenir par cœur et aller chercher évidemment dans les containers, en ayant évidemment le risque de se tromper, les pièces pour pouvoir assembler la voiture. C'était aussi le département qui avait une catégorie salariale la moins élevée, sous prétexte pas de bruit, pas salissant, pas dangereux, pas nocif. C'était un endroit, un atelier où il faisait relativement, on va dire, calme en termes de bruit, si on compare par rapport à la tôlerie.
Et donc, c'est la raison pour laquelle ils avaient des catégories salariales moindres que les autres départements. L'ergonomie, évidemment, était aussi assez déficiente. Hein. Le véhicule ne se positionnait pas comme aujourd'hui en fonction de la pièce à monter. Hein. La voiture, elle partait comme ceci. Soit elle montait un petit peu ou elle descendait, mais c'était tout. Aujourd'hui, les voitures pivotent sur elles-mêmes de façon à ce que l'opérateur puisse éventuellement monter la pièce de façon statique. Aujourd'hui aussi, évidemment, le montage, c'est aussi des tapis où le travailleur ne doit plus piétiner en suivant la voiture, mais est statique. Donc, il suit la voiture sans devoir piétiner. Donc, tout ça, évidemment, fait des comparaisons, évidemment, entre ce qui s'est passé dans les années 90 et aujourd'hui. Alors, petit exemple, petite photo du montage des années 80-90. Donc, on voit évidemment la façon dont les pièces étaient montées. Vous avez là la mécanique, vous avez ici le mariage, donc la liaison du moteur avec la carrosserie, et là, des petites opérations de montage. Et donc, là le travailleur là en haut devait chaque fois monter dans la voiture, s'asseoir, monter les pièces, redescendre, sur ça pour chaque voiture. Aujourd'hui, ils ont des sièges, ils s'assiedent à l'extérieur, le siège rentre automatiquement dans la voiture et il reste sur le siège. Donc, comparativement à ça, il y a une évolution ergonomique assez considérable. Le montage aujourd'hui, ben, c'est ceci. Et c'est ceci. Donc, ce sont des travailleurs qui sont évidemment connectés avec des outils en permanence. Donc, toutes les opérations sont contrôlées, informatisées, connectées par Wi-Fi. Ça, c'est le montage d'aujourd'hui. Alors, évidemment, la robotisation, les conséquences, ou du moins l'objectif de la robotisation, a forcément engendré une forte augmentation de la productivité. La disparition et la transformation de beaucoup d'emplois, celui-ci étant de plus en plus qualifié, ce qui veut dire que beaucoup de personnes, malheureusement peu qualifiées, ont de plus en plus de mal à, évidemment, pouvoir rester dans l'entreprise. Et notamment, on a ce souci avec nos plus anciens. Malgré que le gouvernement souhaite vivement que les plus anciens restent encore plus longtemps que prévu, puisqu'on voit bien les attaques qu'il y a sur notamment les pensions et les prépensions, alors que concrètement, on s'aperçoit que dans les entreprises, les anciens ont de plus en plus de mal à devoir suivre l'évolution technologique. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un transfert assez important de postes ouvriers vers le poste employé. À titre d'exemple, tantôt, quand je disais que j'ai connu une époque où on était plus ou moins 7800 travailleurs, sur 7800 travailleurs, il y avait grosso modo 600 employés à l'époque, dans les années 80. Aujourd'hui, sur 3200 travailleurs, on est presque 700 employés. Donc, on voit la proportion d'employés qui est en constante augmentation. Et évidemment, ce sont tous des employés avec des compétences techniques, informatiques, électromécaniques. Donc, ce sont toutes des hautes compétences qu'on a besoin et qui fait en sorte qu'il y a un transfert assez important d'un statut ouvrier vers un statut employé. Ce qui veut dire que la plus-value de la voiture, elle est faite par un nombre de plus en plus restreint d'ouvriers, parce que la plus-value, c'est le travailleur qui monte la pièce. Hein, c'est pas... Et donc, de moins en moins d'ouvriers directs participent au montage de la voiture, mais ils sont évidemment les seuls à apporter la plus-value. Alors évidemment, ça a généré pas mal de conflits dans les années 90. Suite aux différentes mutations et aux différentes restructurations d'entreprise, parce que qui dit modernisation dit déplacement de personnel.
dit non-remplacement de personnel, et donc ça a engendré énormément de conflits, au point tel que, je me rappelle très bien, certains journaux affichaient à l'époque qu'à Volkswagen, on faisait même grève pour des frites mal cuites au restaurant. Donc là, c'était un peu comme ça que la presse nous cataloguait. Et pourtant, les conflits sociaux, ben, ils avaient tout simplement pour but, de pouvoir quand même récupérer une partie de l'augmentation de la productivité, mais aussi surtout de pouvoir garder au maximum les pertes d'emploi, et notamment la grande grève de 1994, 5 semaines consécutives, qui a quand même permis de garder 850 personnes dans le cadre d'une réduction de temps de travail à 35 heures, qui a été obtenue par palier en 1997. Alors, évidemment, toute la production est liée aujourd'hui à l'informatique, partout dans l'entreprise, et la moindre faille dans le système informatique ou dans le système d'approvisionnement met les chaînes de production en difficulté et parfois à l'arrêt complètement. Les cadences ne sont plus, comme dans le temps, calculées par des méthodistes, mais les cadences sont dictées par la robotisation et l'informatisation. Il y a évidemment, forcément, dans tous les départements, une amélioration évidemment considérable de la qualité du véhicule. Et depuis quelques années aussi, l'entreprise fait appel à l'enseignement associé, école-travail, pour former les jeunes étudiants. Il y a 2 écoles qui maintenant travaillent avec Audi Bruxelles depuis quelques années en électromécanique. Et que donc, ces personnes, si elles arrivent au bout, donc ces personnes peuvent évidemment profiter des dernières technologies dont Audi dispose pour pouvoir évidemment parfaire leurs études, et automatiquement Audi leur propose, s'ils réussissent évidemment à la fin du cycle, c'est-à-dire la 7e spécialisation, un CDI d'office dans l'entreprise. Alors on constate aussi évidemment une recherche constante dans la digitalisation de tous les départements de l'usine. Il y a une traçabilité et un contrôle informatique et instantané du véhicule et du personnel, du début de la production jusqu'à la fin. Donc il faut savoir quand même que tout le personnel est contrôlé de façon informatique. Sur chaque poste de travail, vous avez des écrans qui leur dictent leur cadence avec du temps qui s'écoule. Le moindre arrêt est informatisé et renseigné dans des logiciels. Donc, ils sont évidemment le moindre temps de non-travail, je vais dire, est répertorié. Donc, ça fait une pression assez importante sur le travailleur. Et donc, ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Quand on fait pipi, il y a des pauses qui sont prévues pour faire pipi. Et quand on fait pipi, c'est comme à l'école, on lève la main. Ah non, on remplace. Il y a des remplaçants. Mais il doit attendre que le remplaçant soit libre. Parce que les remplaçants sont aussi calculés au plus juste. Oui, voilà. Les remplaçants, donc c'est par groupe, en moyenne de 15 travailleurs. En général, on appelle ça le responsable de groupe. Il a non seulement la responsabilité de bien faire marcher son groupe en termes de quantité et de qualité au niveau des postes de travail, mais il a aussi évidemment la responsabilité de gérer les absences en termes de jours de congé, mais aussi en termes d'absence pour le petit pipi ou le grand pipi ou éventuellement la cigarette. Mais là, ça devient plus problématique puisqu'on ne peut plus fumer à l'intérieur de l'entreprise. Alors, évidemment, la situation par rapport à l'Audi A1 et les Tron, on voit aussi que
il y a une utilisation de plus en plus intense des boîtiers électroniques dans les nouvelles voitures, puisque si l'Audi A1 utilisait 34 boîtiers électroniques, aujourd'hui, l'e-tron en utilise 157. L'Audi A1 n'avait qu'une seule aide à la conduite. L'Audi e-tron en a pour le moment 35. Et donc, évidemment, on s'aperçoit que de plus en plus, la digitalisation, l'informatisation, y compris dans la conception même du véhicule, prend une place de plus en plus importante. Il faut savoir que si un logiciel foire, le reste de la voiture, c'est terminé. Ils sont interconnectés entre eux, et donc s'il y a un souci avec un, la voiture ne sait pas sortir des chaînes, ou alors elle doit être mise sur le côté et ne recevra de toute façon pas son cachet de satisfaction, je vais dire, puisque c'est aussi en fin de cycle qu'un système informatique va tout contrôler. Et si ce système informatique va déceler un souci dans un logiciel, la voiture ne pourra pas sortir et ne pourra pas être mise sur le parc. Et c'est géré par Windows? Oui. Enfin, Windows, oui, je pense que c'est Windows, ou je ne sais pas par quel système. Ce sont des systèmes informatiques. Maintenant, je ne sais pas si c'est Windows ou... Je ne sais pas. Ce sont des systèmes informatiques internes. Hein. Siemens. Ah, c'est Siemens. Évidemment, le futur, ça va être aussi la voiture, les caméras qui vont remplacer tout ce qui est rétroviseur, des scanners et des capteurs et des radars de distance, on commence déjà évidemment à se répandre de tous les côtés, pour une voiture totalement autonome et digitalisée. Donc en principe, les constructeurs sont prêts, ils n'attendent plus que la 5G pour le faire. Alors évidemment, la nouvelle voiture, pour nous, si on résume un petit peu le tout, c'est en tôlerie, on passe à plus de 80% de robotisation. Donc la robotisation est encore accrue, ce qui évidemment a comme conséquence encore la disparition de plusieurs personnes. Une optimalisation à 90% de la robotisation, mais c'est essentiellement dans le cadre de la rationalisation de tout ce qui est produits, solvants, peinture, vernis. Et donc les nouveaux logiciels ont encore trouvé le moyen d'économiser 20% de ces produits par mètre carré. Je ne me demande pas comment ils font. Le montage passe évidemment à une vitesse supérieure avec l'informatisation croissante. Ça veut dire que toutes les installations sont connectées via Wi-Fi à des écrans digitaux qui sont visibles par tous les opérateurs au montage. La direction, elle, comment dirais-je, passe aussi évidemment dans des communications beaucoup plus directes avec les travailleurs. Et donc, des écrans tactiles sont placés dans différents endroits stratégiques de l'usine, à l'entrée des vestiaires, près des pointeuses, où la direction communique directement avec les travailleurs, et non plus via les organisations syndicales. Une application smartphone est disponible pour l'ensemble du personnel, avec des notifications instantanées. Vous voulez savoir qu'en est-il de votre demande de mutation, de votre demande d'un autre poste, vous savez directement voir de quoi il en retourne. Même les services généraux se mettent à l'informatisation tout azimut, puisque maintenant nous avons une puce dans notre carte de pointage. Cette puce, évidemment, permet le pointage automatique. Vous avez pointé. Cette carte vous permet de vous connecter à tous les ordinateurs et à toutes les imprimantes de l'entreprise. Elle vous permet évidemment de payer votre repas au restaurant. Elle vous permet de pouvoir avoir accès au parking, de pouvoir avoir accès aux distributeurs de nourriture. Bref, c'est une carte qui va servir pour tout. La direction, lors des élections 2016, a voulu pour la première fois tester les élections sociales au niveau de moyens informatiques.
La disparition, évidemment, de papier, c'est comment dire, un leitmotiv constant, puisque la direction voudrait évidemment introduire les fiches de paye électroniques. Les rapports des réunions se font déjà évidemment par mail. Tout est stocké sur des disques durs. Et tout ça génère évidemment pour l'entreprise, quand on regarde la généralité, une augmentation importante des heures de formation prévues pour le personnel, pour notamment suivre l'évolution technologique. On parle ici en moyenne par mois de 7000 heures de formation pour l'ensemble du personnel, en formation technologique, mais aussi en formation de langue, en formation de gestion de personnel, en formation de langue, parce qu'aujourd'hui, il est vivement conseillé aux travailleurs, s'il veut progresser dans l'entreprise, d'au moins connaître ou le français et l'allemand, ou le flamand et l'allemand. Mais maintenant, de plus en plus, l'allemand tend à disparaître. C'est surtout maintenant, avec la venue de la voiture électrique, c'est surtout le français, le flamand et l'anglais qui est en train de progresser dans l'entreprise. Et donc, énormément de cours d'anglais sont donnés dans l'entreprise également. Des cours de gestion de personnel également. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que finalement, la technologie, elle n'est pas neutre. Elle sert quand même bien à quelqu'un. Que pour nous, évidemment, la hausse de productivité ne doit pas engendrer des pertes d'emploi. Ah, mais là, c'est par phrase. Si on parle aujourd'hui d'une révolution technologique, je pense qu'on peut aussi parler, alors à ce moment-là, qu'elle devrait s'accompagner d'une progression sociale. Parce que qui dit révolution technologique, dit gain de productivité, dit évidemment richesse de plus en plus importante, mais qui est très mal répartie. Donc ça doit s'accompagner d'une progression sociale vers le haut. Je pense que j'ai déjà dit tantôt, l'accès à l'emploi maintenant devient de plus en plus difficile pour les jeunes non qualifiés. Il faut savoir que l'employeur devient de plus en plus sélectif à l'embauche. Les qualifications des candidats sont scrutées. S'ils ne répondent pas à un certain nombre de compétences, ils sont d'office refoulés. Mais aussi, et j'en ai parlé tantôt, l'adaptation plus difficile pour les travailleurs plus âgés. Énormément de travailleurs de 55, 56, 57 ans, ce sont des travailleurs que vous avez vus travailler dans des conditions difficiles dans les années 80-90. Aujourd'hui, évidemment, on les oblige à rester de plus en plus présents sur le travail, puisqu'on attaque de front les prépensions, on attaque de front la pension à 65 ans, ce qui oblige les travailleurs à rester de plus en plus longtemps sur des postes de travail qui eux-mêmes disparaissent, puisqu'ils sont des postes de travail de moins en moins intéressants pour l'entreprise, puisque ce sont des postes qui sont remplacés par une robotisation. Et donc, on est dans une contradiction assez importante entre travailleurs âgés et maintien de l'emploi et évolution technologique. On voit ça, par exemple, avec Proximus, qui veut se débarrasser de pratiquement 2000 personnes, mais qui, en même moment, veut engager 1200, 1300 personnes de haute compétence. Donc, inévitablement, toutes les entreprises sont confrontées aux mêmes défis technologiques. Et donc, dire qu'il faut maintenir les gens au travail, qu'il suffit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et que le tour est joué, ben, on s'aperçoit que c'est faux, c'est totalement faux. Et ben voilà, l'incompatibilité entre allongement de carrière et évolution technologique, c'est une contradiction qui devient de plus en plus évidente. Petite anecdote, Audi vient maintenant de lancer pour tous les travailleurs des primes de 500 et de 1000 euros pour tout travailleur qui pourrait amener dans l'entreprise des personnes, de nouvelles personnes avec des diplômes à haute technologie. Donc, si je connais quelqu'un, je vais d'ailleurs me poster probablement demain matin ou demain soir à la sortie des écoles,
chaque travailleur qui va amener un travailleur ayant des compétences en électromécanique, en électricité de haut niveau, en informatique, recevra une prime, 500 € pour le premier, 1000 € pour le deuxième et 1000 € pour les suivants. Donc, c'est bien la preuve que l'entreprise veut essayer de pouvoir chercher le nec plus ultra dans les jeunes et que donc il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour les anciens. Et je vous remercie quand même de m'avoir écouté si longtemps parce que j'ai quand même mis 50 minutes. Merci. Il y aura pas mal de différences, il y aura également pas mal de points communs. Je pense que surtout le volet travail, le volet social, l'aspect social sera assez proche de ce que tu as expliqué. Oui, je ne veux pas empiéter sur ce que tu vas dire, mais il est clair qu'au niveau volet social, je pense que la venue de la voiture électrique, je pense qu'elle va elle va déplacer aussi toute la problématique sociale vers l'amont. Tu parles tantôt de l'amont et l'aval. Je pense qu'effectivement, quand on voit les matières premières qu'on va devoir aller chercher, je pense que là aussi, il y a des problèmes sociaux qui vont se développer là où on va aller chercher les matières premières. Et de ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais je vais en parler. Merci pour l'introduction, André. Importante différence tout de même, ça c'est que ici, avec ce sujet, on se retrouve dans la géopolitique. On sort de l'entreprise, on voit l'ensemble de la chaîne, on survole, disons, la filière. Ça c'est un peu le plan de ce que je veux expliquer. Tout d'abord, la filière, c'est quoi? Je l'ai dit là tout à l'heure, donc c'est tous les maillons qui se trouvent entre la production de matières premières et puis le produit fini, comme par exemple les véhicules et surtout maintenant, ça c'est le sujet de ce que je vais dire, les véhicules électriques et les batteries rechargeables. Et les matières premières, bon, ici j'ai inversé un peu les maillons, mais les matières premières, lorsqu'on parle actuellement de batteries rechargeables, je pense surtout au lithium. Je ne vais pas en parler ce soir, mais je vais parler surtout du cobalt, parce que le cobalt est un matériau essentiel pour fabriquer les cathodes dans les batteries rechargeables. Le cobalt, il vient surtout de séjour du Congo. Et donc là, on est dans le vif du sujet, je pense, à la géopolitique. Un sujet peut-être un peu sensible pour les constructeurs d'automobiles. Ça, c'est le fameux Dieselgate, le scandale Dieselgate de 2015. Et les résultats de tests qui avaient été tronqués par les constructeurs d'automobiles. L'image, je l'ai prise d'une publication Der Spiegel, hebdomadaire allemand. Et donc, on a constaté à un moment donné qu'il y avait cartel. Plusieurs constructeurs d'automobiles se sont mis ensemble pour coordonner, si vous voulez, les résultats de ces tests. Mais Dieselgate, d'après moi, a amené les constructeurs à chercher autre chose. Il fallait un autre produit. Et il fallait se débarrasser des véhicules au carburant fossile et les remplacer par, on le voit actuellement, par des véhicules électriques. Et donc on arrive à ceci. Ça c'est une image de Volkswagen, très schématique, mais vous voyez l'importance des batteries. Les gens de Forêt vont me corriger, mais je pense que ça devient la carcasse modèle
de toute une série de modèles de Volkswagen qu'on verra ces années prochaines. Hein. Je pense que Volkswagen a en tête la fabrication de près de 50 modèles différents. Modèles électriques, s'il vous plaît. Jusqu'au 2025. 2025, oui. Ouais. Mais vous l'avez dit, hein, 700 kilos pour une batterie. Donc ça, et lorsqu'on sait qu'actuellement il y a autour de 1 milliard de véhicules qui circulent sur la planète, si on va remplacer ce milliard de véhicules par 1 milliard de véhicules électriques, ben, vous voyez l'importance des volumes de matières premières que ça va représenter. Alors, une batterie, c'est quoi? Je prends une très ancienne image. Une batterie, c'est 3 éléments, essentiellement 2 pôles, positif, négatif, et l'électrolyte qui est entre les deux et qui fait voyager les électrons, l'électricité en fait. Et donc, vous voyez que pour ces 3 composantes, il y a maintenant des matériaux types qui sont appliqués dans ces composantes. Et donc, la cathode, pôle positif, est fabriquée avec du cobalt, mais avec d'autres matériaux également. Et on parle actuellement des cathodes NCM. Vous allez toujours me corriger si je me trompe, mais moi je lis ces informations dans les publications scientifiques. Hein. NCM, ça veut dire que des cathodes avec essentiellement 3 éléments, le nickel, le cobalt et le magnésium. Et donc, avec différentes proportions. Actuellement, on est à une part de nickel, une part de cobalt, une part de magnésium. On veut arriver à un autre équilibre avec 8 parts de nickel, juste une part de cobalt et une part de magnésium. Pourquoi? Parce que le cobalt, il est cher, il est difficile à trouver. On le trouve au Congo, je vais en parler. Donc ça, c'est un pays pas très commun, pas comme le nôtre de toute façon. Cher sur le marché actuel. Et donc le nickel est plus accessible, moins cher. Donc on va changer ces proportions aussi en fonction d'améliorations techniques, les performances des batteries, la capacité de capter, de tenir l'énergie. Tout ça, la composition chimique des batteries est en évolution continue. On fait des recherches sur ça. Mais tout de même, je pense que jusqu'au début des années 2020, le cobalt va rester de toute façon très importante pour la fabrication des batteries rechargeables. Alors, c'est quoi le cobalt? C'est un métal. On le trouve rarement comme tel dans la nature. On le trouve presque toujours en association avec un autre métal, avec le cuivre ou avec le nickel. Donc là où on va exploiter du cuivre, on va parfois, ou parfois souvent, comme au Congo, trouver également du cobalt. C'est un métal qui a cette capacité qu'il peut facilement tenir l'énergie. Et après raffinage, on a 2 types de cobalt. Le cobalt métal avec ses applications dans l'acier par exemple, et le cobalt chimique avec une application chaque jour plus importante dans les batteries. Et vous voyez 40% du cobalt métal actuellement et 60% de cobalt chimique, dans toute une gamme d'applications.
la production, et donc c'est ici qu'apparaît le Congo. La production est autour de 110 000 tonnes par an, et dont le Congo produit 70%, on peut dire, actuellement. Et en Europe, il y a quelques exploitations, points de production en Finlande, en Scandinavie, mais c'est tout. Ça veut dire que l'Europe doit aller chercher son cobalt en dehors du continent ou en dehors de l'Union européenne. Alors, l'image pour le raffinage est tout différente. Le Congo n'a presque pas de raffinage. Tout se fait en dehors de ce pays. Et là, c'est la Chine qui est le raffineur le plus important, avec la Finlande pour l'Europe, et puis une entreprise belge, ici chez nous, ça c'est Umicore, qui a un long passé colonial au Congo. Ça c'est une image historique. Vous voyez la ligne jaune, ça c'est la production du Congo. Et vous voyez qu'au début des années, je me trompe, la ligne bleue, ça c'est le Congo. Vous voyez qu'ici, au début des années 70, le Congo était le producteur le plus important de cobalt, avec presque 20 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est à 110 000 tonnes par an, plus ou moins, enfin en 2017. Et puis, vous voyez que la production du Congo diminue. Et dans les années 90, il y a presque plus de production de cobalt au Congo. L'explication est que cette production était le fait d'une entreprise étatique, la Gécamine, qui s'est effondrée. Avec toute la situation chaotique, politico-chaotique au Congo, la Gécamine est tombée en ruine, on peut dire. Et s'il y a eu production tout de même au Congo de cobalt, alors là c'était essentiellement une production de petites entreprises et production artisanale. Et donc c'était surtout les creuseurs artisanaux qui en produisaient. C'était un élément important. Donc il n'y avait presque plus de production industrielle à ce moment-là. Puis vous voyez qu'à partir de 2000, tout va monter, et rapidement, et surtout à partir de 2007-2008. Et vous voyez également que le Congo est de nouveau devenu le producteur principal. Alors d'où vient le cobalt actuellement? Enfin, 75% est production industrielle, 13%, ça c'est les chiffres pour la planète, hein, production mondiale, 13% de sources artisanales, petite production, petite exploitation, 10% de recyclage et un peu de production dans les terrils, retraitement de matériaux dans les terrils. Petite histoire, toujours pour le Congo, pas petite histoire, courte histoire, je dois dire. En 2002, le Congo a adopté un nouveau code minier. Donc, le code minier, ça c'est le règlement pour tout un secteur. Pendant des années, on a dit que le code minier du Congo était le meilleur au monde. J'ai mis une image avec le colonel à l'époque Mobutu, parce que c'est, j'allais dire grâce à lui, non, plutôt le contraire, c'était dû à sa dictature et la kleptocratie qui l'entourait, qu'il y a eu cet effondrement de la Gécamine et de toute l'économie congolaise. Et ça
a été un facteur qui a mis le Congo en faiblesse. Donc il était à genoux autour de 2000. L'autre facteur, évidemment, c'était la guerre qui a été déclenchée en 1998 et qui a duré jusqu'en 2003, guerre au Congo. Donc la dictature et la guerre ont fait que le Congo était vraiment à genoux. Très faible, il a dû accepter les conditions, entre autres, de la Banque mondiale. Il a dû accepter ce code minier en 2002, qui était un code minier très libéral, c'est-à-dire très favorable pour les entreprises étrangères et pour les investisseurs étrangers. Le code minier de 2002, il a été rédigé, on peut dire, par la Banque mondiale. Et vous voyez le portrait de John P. Williams. C'est un monsieur très important pour tout ce qui est activité minière partout dans le monde, parce que c'est un juriste. Il travaille pour un cabinet de juristes aux États-Unis. Il a, dans les années 90, rédigé deux documents très importants, une stratégie minière pour l'Amérique latine et une stratégie minière pour l'Afrique. Stratégie minière, donc ça c'est, disons, le programme de la Banque mondiale pour des pays producteurs de matières premières et qui leur suggère comment opérer. Et il a pu appliquer ces stratégies au Congo en rédigeant justement ce code minier. Donc il a suivi ses propres recommandations, disons. Il a dit, ouvrez vos portes, faites venir des investisseurs, créez un climat d'investissement favorable, soyez, comment on dit, le contraire d'hostile. Le contraire d'hostile. Accueillant, voilà. Soyez accueillant pour les investisseurs étrangers. Alors, quels ont été les résultats de l'adoption de ce code minier? Mais vous voyez qu'il y a eu une explosion d'entreprises étrangères présentes au Congo, et des entreprises qui sont venues évidemment pour exercer des activités minières. Vous voyez qu'entre 2002 et 2016, le nombre d'entreprises minières a augmenté, fortement augmenté, on peut dire, et les droits miniers qu'ils détenaient a quadruplé, plus ou moins. Ça veut dire que les miniers se sont retrouvés au Congo et ont bien aimé ce climat d'investissement et se sont lancés dans l'exploitation minière. Seulement, mais je reviens à ce point, seulement le Congo n'a pas vraiment bénéficié de cette explosion. Le Congo a tenté de rééquilibrer la situation en 2007. On a fait ce qu'ils ont appelé une revisitation d'une soixantaine de contrats miniers, contrats avec des entreprises étrangères. Donc le gouvernement a essayé d'en tirer plus de bénéfices. Mais c'était une première exercice et n'a pas vraiment porté des fruits. Alors, code minier 2002, un des meilleurs au monde. Ceci est une image d'une étude que j'ai trouvée, qui est toute récente. Elle a été publiée le 21 mars. Business friendly, le Congo n'est plus business friendly du tout dans les yeux de ce bureau d'études. Vous voyez son nom ici en bas, Verisk Maplecroft, basé à Londres. Ça, c'est une carte avec les pays maudits.
les pays qui poseraient le plus de problèmes à des investisseurs étrangers. Il y a des bureaux d'études qui font de tels rankings, de telles listes, et vous voyez que le Congo est tout rouge, hein, en Afrique centrale, et est à la tête de la liste, le numéro 1 des pays qui posent le plus de risques, toujours selon ce bureau d'études, avec le Venezuela. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Avec la Russie, avec la Corée du Nord, le Congo est en bonne compagnie, toujours selon ce bureau d'études. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement assez radical ou cette appréciation? L'adoption d'un nouveau code minier en 2018, l'année passée, il y a tout juste 1 an. Et donc, au Congo, on a pris conscience du fait que, effectivement, les bénéfices n'y étaient pas pour le pays, les bénéfices y étaient surtout pour les entreprises étrangères. Vous voyez quelques citations d'une étude d'un prof belge, Marès. Il dit les profits rapatriés dépassent les entrées des investissements directs étrangers. C'est-à-dire, il y a des capitaux qui sortent du pays et les capitaux sont plus importants des investissements qui entrent. Premier élément, en 2013, et puis Marès se disait à ce moment-là, la situation en 2018 sera pire. Autre élément, et là, la source est la Banque mondiale. C'est assez curieux de voir ça, mais donc la Banque mondiale qui a écrit ce code minier de 2002, en 2015, se voit obligée de changer son opinion et de constater que les recettes du secteur minier sont vraiment très faibles par rapport à la rente des entreprises, hein, la rente qu'empochent les entreprises étrangères, et donc les profits. Ça, c'est une prise de conscience à partir de 2010 déjà. Autre élément, on constate que les pratiques de certaines entreprises étrangères au Congo ne sont pas aussi propres que ça. Il y a par exemple l'entreprise Tenke-Fungurume qui a 3 propriétaires. Le plus important, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Freeport McMoran, avec une petite entreprise suédoise et puis la Gécamine dont j'ai parlé là tout à l'heure, donc entreprise étatique. Mais Freeport avait 60% du capital de Tenke-Fungurume. En 2015, Freeport a vendu sa part à une entreprise chinoise. Et le gouvernement congolais n'était pas consulté du tout. Donc c'est vu dépassé et n'était pas content. Petit incident, enfin un sérieux incident, mais dont le gouvernement congolais a tiré des leçons. Alors entre 2012 et 2018, le code minier existant a été discuté pour le changer. Parce que c'était une clausule dans le code. Après 10 ans, on pouvait modifier le code minier. Et ils ont commencé à le faire, à en débattre et à en négocier à partir de 2012. C'était des négociations vraiment très difficiles. Avec le GRESEA, en 2013, nous avons fait un documentaire sur le secteur minier. Et dans ce film, il y a un passage où on voit partir des patrons d'entreprises minières du Katanga, dans le sud du pays, vers la capitale pour participer à ces négociations.
et on a pris quelques interventions de patrons miniers et on voit très clairement qu'ils sont en confrontation directe avec le gouvernement sur la modification du code minier. Alors, mars 2018, il y a adoption du nouveau code. Et il change assez sérieusement le code existant. J'ai retenu 3 éléments. Tout d'abord, le cobalt y est présenté comme un minerai stratégique, c'est-à-dire une matière première d'importance stratégique pour le pays. Deuxièmement, la revente de parts dans des entreprises minières a été interdite par le nouveau code minier, donc plus moyen de contourner le gouvernement. Et troisièmement, la taxation à l'exportation a été renforcée. Donc le gouvernement veut absolument recevoir plus de revenus sur les exportations. Évidemment, les entreprises multinationales ne sont pas contentes du tout. Ça, c'est une image d'une conférence de presse. Vous voyez ici devant le ministre des Mines, Kabwe-Loulou, qui présente les conclusions d'une longue négociation, 7 heures avec les patrons des plus importantes entreprises minières. Le numéro 4, par exemple, ça c'est Ivan Glasenberg de Glencore, qui est une des entreprises les plus importantes au monde. Le monsieur du numéro 3, vous voyez son visage, il est un peu fâché sur le ministre des Mines. Lui, ça c'est, où est-ce qu'il est, Marc Bristow, actuellement le patron du plus important producteur d'or au monde depuis la fin de l'année passée. Et donc c'était lui en fait qui a dirigé ce groupe de patrons pour aller discuter avec le gouvernement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'issue de ces pourparlers de mars-avril 2018, ils ont créé un lobby. Ils se sont mis ensemble et donc le lobby s'appelle Mining Promotion Initiative. Groupe de pression avec clairement des entreprises occidentales qui sont à la direction. Je les ai citées, Glencore et Barrick. Et puis, avec un lien direct avec le gouvernement des États-Unis, via le monsieur que vous voyez sur la photo, Richard Robinson. Moi, je le rencontre depuis 2018, assez régulièrement, dans la lecture et dans le travail au terrain. Il a travaillé pour les affaires étrangères du gouvernement des États-Unis, pour l'USAID, qui est le bureau de la coopération au développement, pour des ONG américaines. Et actuellement, il est avec une entreprise qui est dans ce Mining Promotion Initiative, donc une entreprise qui participe au lobby, et c'est lui qui assure le secrétariat de ce lobby. Donc, ligne directe avec Washington, si vous voulez. Ce qui est curieux et un élément que je ne comprends pas, ça c'est la présence des entreprises chinoises, parce que vous avez vu que les patrons d'entreprises chinoises sont bien présents. Les entreprises chinoises dominent actuellement la production minière du Congo, mais il y a débat sur la politique chinoise en Afrique pour avoir accès aux matières premières. On dit parfois que la Chine a un autre type de politique étrangère, plus en respect pour les différents pays avec lesquels la Chine collabore. Est-ce que ça se reflète dans la présence des entreprises chinoises dans ce lobby, ou est-ce qu'il y a contradiction? On ne comprend pas encore. Mais ça va
Je pense que ça va se clarifier dans les temps qui viennent. Autre riposte de la part des entreprises minières, mais il y en a certaines qui arrêtent tout simplement le travail avec des prétextes parfois plausibles, parfois moins plausibles. Il y a par exemple le cas de Kamoto, qui appartient au groupe Glencore, qui au mois de novembre a dit nous on ne peut plus vendre notre cobalt parce qu'il est contaminé. La radiation est trop élevée. On ne peut pas exposer notre clientèle à notre cobalt. L'effet de cette décision a été que immédiatement le prix du cobalt a monté. Est-ce que c'était l'objectif voulu par Glencore? Est-ce qu'il y avait un autre motif? On ne le sait pas. Mais bon, il y a des hypothèses assez évidentes. Mais le cas de Kamoto a été suivi par Boss Mining, qui est une filiale du groupe ERG. Et ERG, c'est une entreprise kazakh du Kazakhstan, créée à l'époque par un monsieur qu'on connaît assez bien en Belgique, Patok Shodiev, qui a été en connivence avec des personnalités du MR chez nous pour toute une affaire d'achat d'hélicoptères avec la France et Sarkozy. Bon. Donc, parfois le monde très souvent, le monde est très petit. Ouais. Les ONG, on peut dire beaucoup de choses sur les activités, les campagnes de certaines ONG. Moi, mon résumé est celui-ci. Les ONG étrangères occidentales visent essentiellement le gouvernement congolais pour le calomnier et le chef de l'État Kabila, et sont aveugles à ce que font les entreprises multinationales. Donc c'est très arbitraire dans leur jugement. J'ai cité déjà cet élément. Les entreprises ont des façons pour contourner le gouvernement congolais. Elles le font également par des ventes directes. Le cobalt, actuellement très voulu, évidemment très cherché. Et donc Apple, par exemple, a fait des contrats directs avec des producteurs, des entreprises minières. Tesla a fait des contrats directs d'achat pour s'assurer du fait que Tesla aura accès à des réserves de cobalt dans l'avenir. Trafigura est un grand marchand de matières premières. Trafigura a signé un contrat avec une entreprise au Congo, Shalina, qui à son tour travaille avec une ONG américaine, Pact, dans laquelle Richard Robinson à l'époque a été actif. Mais ça, c'est une tendance mondiale. Donc que des entreprises et des plus grandes, je les ai citées, Apple, Tesla, font des accords, des contrats d'achat direct avec des fournisseurs, ou parfois ce sont des associations comme les constructeurs japonais, constructeurs d'automobiles japonais ont fait, pour être certains qu'ils auront accès aux matières premières. Et tout récemment, on a dit que Bill Gates, par exemple, a fait un tel contrat, a créé une telle boîte pour avoir accès aux matières premières. C'est légèrement différent. On a appelé ça le Google des minerais, Google Maps des minerais. Ce sont des grandes entreprises de Silicon Valley. Facebook y est indirectement représenté. Mais ce que ce groupement va faire, ils vont explorer sur base de data géologiques qu'ils vont collectionner, et donc ils vont essayer de trouver d'autres gisements de cobalt en dehors du Congo pour leur faciliter le ravitaillement. Et je suppose par exemple que ça se fait dans une certaine opacité de façon à ce
que le Congo n'intervienne pas et qu'au niveau de la fiscalité, il n'empoche rien. Moi, je dirais que c'est une opacité totale. Totale, pas une certaine opacité. Une fois qu'on est dans le commerce de matières premières, l'opacité est totale parce que les contrats sont très directs entre fournisseurs et acheteurs. Et enfin, il y a les marchands qui sont entre les deux acteurs, les marchands. Mais ils ne vont jamais... Donc c'est de la fraude fiscale. Ça, je dirais pas. Mais les chiffres sont secrets. Ils vont pas dire on a vendu autant à un tel pour tel prix. Non, ça c'est le secret complet. Et les creuseurs, j'ai commencé à un peu accentuer le rôle des creuseurs. Les creuseurs sont toujours là. Évidemment, ils sont vraiment très nombreux dans le sud du Congo, dans la province du Katanga. On estime qu'ils sont autour de 100 000 personnes, mais ce sont des travailleurs sans statut formel, ils sont dans l'informel. Mais leur activité, qui représente 20% de la production de cobalt du Congo, leur activité est complètement intégrée dans les circuits formels. Parce que ce que produisent les 100 000 creuseurs artisanaux du Katanga, ils vont le vendre directement à des intermédiaires, des négociants, qui à leur tour vont vendre directement aux entreprises industrielles. Donc le produit artisanal se retrouve au sein des entreprises industrielles. Donc, ça veut dire que ce que produisent les artisans est nécessaire pour les circuits industriels. Et donc, de là vient la revendication syndicale, évoquée entre autres par Industriol, la revendication d'intégrer ces 100 000 travailleurs dans les circuits formels, de leur donner des contrats formels et des statuts formels. Évidemment, c'est une revendication qui va à l'encontre de tout intérêt privé. Mais ça se fait tout doucement avec, comme je l'ai dit, l'appui de Industriol. Donc moi je termine sur ceci.